Eh bien, chers internautes, mesdames et messieurs, participants à la CIGEL édition 2025, nous revenons encore sur un deuxième plateau pour cette journée. Et cette fois-ci, ce ne serait plus une orientation académique, mais ce serait un parcours. Un parcours, une destinée. Un parcours, une vie. Un parcours, une réussite. Et c'est du sommet de l'expérience des autres que nous pouvons éviter les erreurs. C'est au sommet de l'expérience des autres que nous pouvons nous réajuster. Alors, je reçois pour vous quelqu'un. Ce dernier, il est né le 2 novembre 1988. Il est un spécialiste béninois des questions de gouvernance électorale, de relations internationales et de communication stratégique. Son parcours s'inscrit dans une volonté affirmée de contribuer au renforcement des institutions démocratiques en Afrique de l'Ouest. Il est titulaire d'un master professionnel en management des élections à la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, où il a exploré en profondeur des sujets tels que le droit électoral, le financement politique et les conditions d'organisation de scrutins libres et crédibles. Ce cursus a été précédé d'une licence en diplomatie et relations internationales à l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM, axée sur le droit international, les droits humains et les mécanismes de coopération. Professionnel reconnu pour son engagement sur le terrain, il a participé à de nombreuses missions d'observation électorale pour la CEDEAO, notamment lors des scrutins présidentiels au Niger et au Mali. Il a également occupé des fonctions de superviseur sur la Commission électorale nationale autonome Sénat du Bénin lors des élections communales de 2020, avec pour responsabilité la formation des agents électoraux et la coordination des opérations de vote. Parallèlement, il développe depuis 2018 une activité en rédaction web spécialisée dans laquelle il mobilise ses compétences d'analyse, de synthèse et de recherche documentaire. Il intervient sur des thématiques variées avec une attention particulière portée à la clarté du langage, à l'accessibilité des idées et à l'optimisation SEO pour une diffusion stratégique de l'information. Professionnel rigoureux, doté d'une forte capacité d'adaptation, il se distingue par sa disponibilité, et ça je l'ai observé ce matin, son sens de la discrétion et son aptitude à évoluer dans des environnements multiculturels. Son profil s'adresse naturellement aux secteurs liés à la coopération internationale, à la veille électorale ou à la communication institutionnelle. Mais avant de donner son nom, de tels parcours et de tels CV intéresseraient une jeune fille qui n'est pas mariée. Puisque je n'ai pas le statut matrimonial, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour quelqu'un. À moins qu'il l'infirme quand je lui donnerai la parole. Lui que je reçois pour vous aujourd'hui, derrière ce parcours élogieux, ce parcours distingué, il s'appelle Monsieur Genia Kenneth d'Almeida. Bonjour. Bonjour madame. Présentez-vous encore un peu plus, parlez-nous un peu de vous. Ok, vous avez déjà tout dit. Ce que je voudrais compléter et affirmer, je suis Genia d'Almeida, j'ai 37 ans, né en 1988, je suis marié. Je suis marié. Écoutez, il n'y a plus d'espoir. Chers internautes et chères participantes, alors là, il n'est pas en crise d'amour, mais il est déjà récupéré. Espoir perdu. Je suis marié, père de 2 enfants. Là, zone interdite. Zone interdite. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.
en attendant les questions. J'ai remarqué pour mon invité une personnalité très effacée. Et bien évidemment, si vous avez prêté attention à la présentation, il y a des poses pour lesquelles il faut être discret, effacé. Dites-nous un peu, qui est M. Génia d'Almeida à part le parcours académique et professionnel? D'accord, c'est une belle question. Alors, après le bac, j'ai fait un bac B. Très rapidement, on m'a orienté, les parents, comme ça se faisait. Et donc, j'avais mon père qui était professeur à l'INAM, et donc mon parcours était tout tracé. J'ai fait l'INAM, j'ai eu une licence en diplomatie et relations internationales. Après, je suis allé au Ghana, je suis revenu, j'ai fait un master. Juste après mes études, il s'est posé un problème. Parce que j'ai quand même un parcours, on va dire, traditionnellement très classique d'administration publique. Il s'est posé un problème parce qu'il fallait attendre les concours. Le concours du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir entrer dans la vie professionnelle. Ça a été très compliqué. J'ai vécu des moments très très difficiles parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de concours, il n'y a pas eu de concours. Et j'ai fini ma licence en 2012. Donc, vous imaginez un peu. Il a fallu très vite chercher un palliatif, un moyen de m'en sortir. Heureusement, avec mon master, c'était plus facile parce que quand on parle d'élection et que tu as un parchemin qui montre que tu es un professionnel dans les élections, très vite, tu peux trouver des missions de consultation. Et c'est ce qui s'est passé très vite. C'est vrai, très tôt, juste après ma formation, j'ai été déployé au Niger, où j'ai fait l'élection présidentielle du Niger en 2013. Après ça, je suis revenu, mais j'ai connu le désert, parce que les élections ne s'organisent pas tout le temps, aussi. Et même quand ça s'organise tout le temps, il faut déjà que vous soyez non seulement quelqu'un de très expérimenté, mais quelqu'un qui fait valoir quelque chose. Moi, quand je rentrais dans les missions d'observation, j'avais 26 ans. Très jeune. Très jeune. Et je côtoyais des personnes d'un certain calibre qui avaient la soixantaine, des personnes qui venaient même à 70 ans, un peu plus. Et donc, je savais, après cette mission, qu'à un moment donné, il aurait fallu que je me calme et que je repense à mon avenir. Parce que c'était clair que même si tu faisais partie, tu étais dans la base de données, que beaucoup de temps se serait passé avant que les gens te fassent appel après. Donc quand je suis revenu, j'ai dû me réorienter. Je suis très concerné par ce thème, ou par repositionnement, parce que ça me définit. Ça me définit vraiment. Donc quand je suis rentré, il a fallu faire quelque chose. Je ne savais rien faire, j'avais que les diplômes. J'avais que les diplômes. Et je voulais dire à un jeune ici, c'est bien d'avoir des diplômes, mais il faut savoir faire quelque chose. Il faut savoir faire quelque chose de ces 10 doigts. Exactement, j'allais en venir, ce serait ma prochaine question. Nous avons comme thème à la 9e édition une jeunesse repositionnée. L'année antérieure, c'était une jeunesse en célébration. Nous avons célébré les meilleurs, célébré les talents, distingués. Mais cette année, c'est le repositionnement. Et quand je regarde votre parcours de l'ENAM, aujourd'hui à web rédacteur, ça veut dire qu'il y a eu un repositionnement. Pourquoi ce repositionnement et comment ce repositionnement a été fait et quelles sont donc les difficultés rencontrées? Pourquoi ce repositionnement? Parce qu'il n'y avait plus d'opportunités, aucune. J'étais un jeune sans le sou, comme on dit. Et en 2016, j'ai eu mon premier fils. J'étais en stage au niveau du ministère des Affaires étrangères. J'étais dans un stage on va dire, c'était pas un stage professionnel, c'était un stage d'insertion.
Et donc ça a duré 2 ans. 2 ans au cours desquels les gens nous ont fait espérer. Ils nous ont dit, voilà, on vous emploie, mais il n'y aura pas de problème. D'ici là, il y aura un concours, vous allez revenir en tant que professionnel du ministère des Affaires étrangères, il n'y a pas de problème. Donc pendant 2 ans, j'ai évolué dans ce milieu-là. J'en suis sorti parce qu'en 2016, j'ai dû faire face à la vie. Pas que, par la grâce de Dieu, j'ai quand même eu des parents qui étaient là. Des parents qui m'ont toujours soutenu. Mais à un moment donné, quand on prend de l'âge, on comprend qu'il faut se construire très vite. Moi, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est l'arrivée de mon enfant, de mon garçon. Je me suis dit, mais voilà, tu gagnes. Dans le temps, je gagnais 80 000. C'était en 2016, au ministère des Affaires étrangères. 80 000, en tant que stagiaire inséré. Et quand je faisais le point des charges mensuelles que je devais couvrir, je me suis dit, mais tu t'enfonces, tu vas tout droit vers le mur. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc, il y a 2 choses que j'aimais. J'aimais écrire, je suis un amoureux des mots, et je suis amoureux également des chaussures. Ne dites pas que je vous ai pris la parole, vous avez dit le pourquoi. Oui. Et ce pourquoi, c'est que vous avez fait un parcours, un cursus scolaire, après lequel vous n'avez vraiment pas pu avoir des opportunités de les exercer. Et cela est coincé. Je voudrais donc m'appuyer sur cela pour dire à un jeune, puisque c'est une conférence d'orientation académique et professionnelle, que vous pouvez faire le choix d'une filière, vous lancer pendant 5 ans, pendant 7 ans, ou peut-être encore plus, parce que vous n'avez pas pu avoir la licence selon le temps normal prévu, parce qu'il y a aussi le temps des échecs. Et que vous finissez 5 ans après, 6 ans après le master, il n'y a pas du tout d'opportunité et vous vous retrouvez donc à sec. Pendant ce temps, la vie évolue avec les besoins, les exigences, les factures à payer et tout cela gonfle. Donc, en tant que jeune, il est important de savoir où on veut mettre le pied et pourquoi on veut le faire. Un jeune étudiant, pour qui vous êtes un aîné, ou un jeune bachelier, ou quelqu'un qui a aujourd'hui envie de faire l'école nationale d'administration et de magistrature, et qui ne rêve que de ça, malgré toute approche de dire l'ouverture est difficile. Je le dis et je rentre un peu plus en profondeur. J'ai 2 bacheliers chez moi pour cette année, mais l'une dit, c'est l'ENAM qui m'intéresse. Et pour peu, je veux aller plus loin dedans. Que diriez-vous? Pas expérience, que diriez-vous? Que lui conseillerez-vous sans pour autant croire que votre expérience peut être la sienne? D'accord. Alors, je l'ai dit à l'entame, moi j'ai fait l'ENAM sans véritable conviction. Après mon bac, la question ne s'est pas posée. J'avais un chemin tout tracé. Donc je n'ai pas vraiment réfléchi à la question. Et même la filière que j'ai choisie finalement, je l'ai choisie, c'est vrai, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien, la diplomatie, mais aussi parce que, je ne veux pas dire que on ne m'a pas forcé la main, mais on m'a suggéré de le faire. Donc, moi, mon conseil pour quelqu'un qui veut faire l'ENAM, c'est déjà d'avoir un projet clair. Parce que sans projet, on n'aboutit à rien. On parle d'école nationale d'administration et de magistrature. Donc, les débouchés sont clairs. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous voulez être un fonctionnaire? Si c'est cela votre projet, l'ENAM, c'est une très belle école, c'est une très bonne école. L'ENAM forme des professionnels compétents. Mais le problème qui se pose après, c'est après le diplôme,
qu'est-ce que vous faites de ce diplôme? Parce qu'il faut le faire valoir. Pendant ce temps, vous faites quoi? Je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, après mon parchemin à l'ENA, on avait pour tradition avec mes amis de fustiger l'ENA. On disait souvent, le mantra de l'ENA, c'était se former pour mieux servir. Se former pour mieux servir. Mais on ne servait à rien. Jusqu'aujourd'hui, pour le concours du ministère des Affaires étrangères. Donc ils sont toujours en attente. Sont toujours. Je dirais pas. Moi, pareil. Moi, je ne suis pas en attente. Je suis plus en attente. Non, pour ceux qui ont décidé donc de prendre ce chemin, ils sont donc en attente. Oui. Donc ils sont encore des stagiaires non déployés. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on a, depuis 2013, on est en 2025, on a plus de 10 promotions qui attendent. 12 promotions qui attendent. Maintenant, par rapport à ma filière, il y a d'autres filières à l'ENA, il y a l'administration du territoire et de la sécurité sociale. Il y a d'autres filières. D'autres filières pour lesquelles les débouchés sont beaucoup plus, on va dire, favorables. J'ai des amis qui ont fait, par exemple, administration du territorial de la sécurité sociale, qui sont aujourd'hui bien placés dans tout ce qui est politique, qui sont bien placés. Donc, quand on fait l'ENAM, quand on choisit de faire l'ENAM, il n'y a pas que la diplomatie. D'autres peuvent aussi aller dans le secteur territorial, déploiement sur les questions de sécurité territoriale et beaucoup d'autres débouchés. Oui. Quels autres débouchés il y a encore? D'accord. Il y a des filières comme administration AGT. Ce qui veut dire? Administration de gestion territoriale. C'est ce que mon épouse a fait. C'est des personnes dont les débouchés sont plus ou moins favorables. Plus ou moins favorables. Et je pense que de ma promotion, toutes les personnes qui ont fait soit la filière AGT, soit la filière ATSS, sont des personnes qui ont eu des débouchés dans leur métier favori. Ils ont pu être insérés dans la fonction publique. Mais toutes les personnes qui ont fait diplomatie et relations internationales sont en attente. Alors, si je vous résume plutôt, avant de choisir de faire l'ENAM ou toute autre école, il faut avoir un projet clair. Et surtout, l'École nationale d'administration et de la magistrature. Deuxième chose, savoir quoi faire de son diplôme. En d'autres termes, savoir où on va et pourquoi on le fait. À quoi cela est utile. Parce que c'est leur deadline, c'est un peu à la fin de votre formation, sachez que c'est pour servir. Mais quand vous n'avez pas des opportunités de servir, vous devenez inutile. Et une dernière chose, c'est savoir choisir sa filière dans ce domaine. Merci. Alors je vais rebondir puisque le thème de notre conférence, c'est toujours repositionnement. Vous nous avez dit pourquoi ce repositionnement. Dites-nous maintenant comment ce repositionnement a été fait. Parce que beaucoup de personnes en ligne qui nous suivent aujourd'hui veulent être orientées dans la reconversion professionnelle. Parce que pour vous, c'est une reconversion. Vous avez fait autre chose, mais aujourd'hui vous servez dans un autre domaine. Et la probabilité est forte que dans le monde d'aujourd'hui, ce soit ça. Et en réalité, on va à l'école, on apprend des choses, on est spécialisé dans des domaines, mais en réalité, la base, c'est que nous sommes des intellectuels prêts à gérer ce qu'il faut gérer et tout ce qui se présente à nous. Le pourquoi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture, mais la transition s'est faite comment? Pour permettre à quelqu'un qui veut se reconvertir de savoir comment faire la transition. Comment? Ça a été difficile, mais il faut regarder autour de vous. La nature parle. Vous avez des talents, vous avez des compétences, vous avez des aptitudes. Vous êtes unique. Ce que j'ai fait, comme je le disais, je vais rebondir dessus, c'est que j'ai regardé autour de moi, j'ai fait une introspection de ce que je savais faire. Qu'est-ce que je savais faire? Et donc, j'aimais écrire et j'aimais beaucoup
tout ce qui est rapport aux chaussures hommes. Mais il y a quelque chose qui me fascinait. Soit dit en passant, il est très bien chaussé. Très bien chaussé. Vous le remarquez comme moi? Merci. Et ce qui me fascinait, c'est plutôt le cuir. Le cuir. J'ai donc entrepris de me former, pas pour confectionner du cuir, pas pour le faire, pas pour le travailler, mais pour faire de la patine sur du cuir. Ça ne parle pas à beaucoup de personnes, mais je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et ça se passe comment? Comment on peut patiner sur du cuir? Alors, c'est une technique qu'on ne connaît pas beaucoup ici, Oui. mais que des connaisseurs savent. C'est une façon de donner une texture originale au cuir. Et donc, il faut le faire, mais il faut avoir du matériel dédié à ça. Ah, ok. Je croyais qu'on allait, par exemple, mettre sur... quand on arrive, par exemple... il faut trouver une pente. Alors là, vous vous mettez au-dessus de la pente, vous posez votre tapis de cuir et vous poussez comme un toboggan, vous descendez. Ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a des outils adaptés. Il y a des outils adaptés. Et le cuir devient luisant, il devient propre, et on peut choisir la coloration. En plus. En plus. C'est quelque chose que, au départ, je me disais, bon, on ne connaît pas beaucoup ici. C'est bien d'avoir Internet aujourd'hui, parce qu'on est au fait de tout ce qui se passe ailleurs. Donc, il a fallu que je me forme. Je suis un autodidacte de la patine de cuir. Je l'ai fait pendant plusieurs mois à plusieurs personnes. Je me suis formé sur YouTube. C'est quelque chose qui me passionnait au début. Mais vous savez, comme souvent les matins quand je me réveillais, je me disais, mais écoute, tu as un diplôme en diplomatie et relations internationales. Qu'est-ce que tu fous ici, en tongs, en culotte, avec un pinceau dans la main? Pourtant, pour réaliser une patine, je ne prenais pas moins de 30 000. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'affluence, mais j'arrivais plus ou moins à finir, plus ou moins. Parce que c'est aussi ça l'avantage d'être marié et d'avoir un partenaire. Donc j'arrivais plus ou moins à finir mes fins de mois. Je peux dire que dans les bons mois, je gagnais quand même suffisamment pour ne pas m'en faire. Mais je m'en faisais toujours. C'est une déformation. Le professionnel en moi qui se disait, mais c'est pas possible. Tu peux pas avoir fait toutes ces études et finir comme ça. C'est-à-dire qu'un ambassadeur se trouve à faire de la platine de cuir. Un intellectuel, avec ce parcours élogieux. Mais j'ai appris très vite et très tôt qu'il faut très vite trouver les moyens de s'en sortir. La chance inouïe que vous avez aujourd'hui, en tant que jeune, c'est que le digital est à portée de main, aujourd'hui. C'est ça exactement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, c'était ce type de patine sur des chaussures. Donc je disais, le digital est à portée de main. Vous avez une chance inouïe aujourd'hui. Et beaucoup de jeunes, aujourd'hui, se font beaucoup d'argent en restant chez eux à la maison, en faisant ce qu'ils savent faire le mieux. Et parfois même, je vous le dis, je ne veux pas faire la langue de bois, gagnent beaucoup plus d'argent que des personnes qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. Je le dis vraiment, je ne sais pas si vous évaluez ce que je dis, mais imaginez un peu quelqu'un qui a une licence sous nos cieux et qui a un travail dans le secteur privé. Normalement, dans les administrations privées, dans le secteur privé, dans les entreprises, il est payé des fois à plus de 100 000. Ce n'est pas souvent le cas. Mais il y a des jeunes
qui n'ont même pas encore 17 ans, qui font des métiers dans le digital et qui lèvent des millions par mois. Oui. Je crois que les web rédacteurs sont payés au mot ou aux lettres. Au mot. Quand j'ai commencé, parce qu'on va évoluer, quand j'ai commencé, j'étais payé encore que. Je travaillais pour quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un. Attendez, reprenez. Donc, reprenez. quand j'ai commencé Oui. dans la rédaction web, Oui. je travaillais pour quelqu'un qui travaillait pour quelqu'un. Ça veut dire que généralement dans Troisième génération. C'est ça. C'est ça. Et vous comprenez que dans ce schéma, vous n'êtes pas payé à la limite ou à la mesure des efforts que vous fournissez. J'étais payé 1 franc le mot. Je finissais 1 franc le mot. Je travaillais 10 heures par jour, toute la semaine, et à la fin du mois, j'arrive pas à bloquer 80 000. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Mais encore une fois, il faut oser commencer. Il faut oser commencer parce que il faut bien que vous fassiez les armes quelque part, que vous appreniez à faire quelque chose. J'aimais écrire, mais la rédaction web, ce n'est pas que des mots. C'est une stratégie, c'est une méthodologie, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. Donc je combinais à la fois mon activité de patine de cuir et mon activité de rédaction web. Voilà comment j'arrivais à compartimenter mes journées. Le matin, parce que je me disais que c'était beaucoup plus facile de faire un travail intellectuel le matin. Donc, au cours de la matinée, je faisais tout ce qui avait rapport avec la rédaction web. Je m'arrangeais pour avoir une pause. Généralement, je n'en avais pas. Je ne m'octroyais même pas de pause. Parce que je voulais travailler H24 et être efficient. Mais c'est un piège. Je vous le dis pourquoi après. Donc, je ne m'octroyais pas de pause. Je travaillais de 8h à 14h. J'écrivais des textes parce que la rédaction web, c'est de produire du contenu. Donc, il faut être disponible et il faut pouvoir le faire de la façon la plus efficiente qui soit. Donc, je commençais mes journées à 8h, je les terminais à 14h, je mangeais un petit bout, parfois je ne mangeais rien, et après, je retournais à mon activité de patine. Wow. Alors, je vais dire que ce que j'ai retenu de ce qu'il vient de dire sur le comment faire cette reconversion, il faut d'abord identifier son talent. Il faut donc pratiquer la loi de l'observation. Moi, je l'appelle la loi de l'observation. Observer autour de soi, observer les opportunités qu'on pourrait avoir, observer et voir qu'est-ce qu'on est capable de faire immédiatement et enfin trouver les moyens de s'en sortir. C'est bien ça. Et c'est cela qui motive donc comment concrètement vous pouvez le faire. Mais est-ce que cela a été très facile? Le pourquoi, c'est facile. On a retenu le comment. Donc si quelqu'un a envie de faire une reconversion, le comment, c'est ça. Mais est-ce que ça a été un long boulevard? Facile? Pas du tout. Vous doutez bien. Pas du tout. Il y a des difficultés un peu comme dans chaque secteur qu'on embrasse. Il faut déjà, avant de rentrer dans un secteur, identifier les difficultés ou les choses qui vont vous faire perdre quand même un peu de temps. Parce que c'est bien d'identifier ses aptitudes, ses capacités, mais encore faudrait-il les faire valoir. Ça, c'est notre paire de manches. Vous savez écrire. Dans mon cas, je savais plus ou moins écrire. Mais dans la rédaction web, il fallait trouver le moyen de vendre des produits, des services. Donc se muer parfois en commercial, se muer parfois en donneur d'ordre. C'est pas très facile à faire. Donc il faut non seulement identifier ce qu'on sait faire, identifier les difficultés
qu'on aura à faire ce qu'on sait faire, se former le cas échéant, et ne pas avoir de mal, parfois, à demander de l'aide. Parce que comme je l'ai dit, j'ai commencé, je travaillais avec quelqu'un qui m'a tout appris vraiment de la rédaction web, tout ce qu'il faut savoir. J'ai fait 2 années pleines avec cette personne. Et donc, j'ai pas vraiment, c'est après mon cheminement avec cette personne, et que j'ai voulu m'extirper de ce schéma. J'ai voulu moi-même en fait aller à la prospection et choisir mes propres clients, que je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé entre faire quelque chose et faire valoir ce qu'on sait faire. Exactement, c'est la partie la plus intéressante. Vous étiez en train de travailler pour quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. J'aime bien ça. Pendant que vous étiez avec lui, vous avez fait 2 ans. Est-ce que pendant ces 2 ans, où il vous offrait quand même des opportunités de gagner de l'argent, qui sont aussi des opportunités pour comprendre comment fonctionne le secteur, pour aussi avoir de la maîtrise, donc de la mainmise, étiez-vous animé d'un sentiment de « il gagne plus, il me donne juste 1 franc, il faut que moi aussi je le dépasse, que j'aille chercher » ou c'était juste dans l'intention d'appliquer un peu ce que vous avez compris du métier et ce que vous avez expérimenté, qui t'a commencé à croître, mais tout en servant, ou c'est il faut que je quitte ce gars-là, un peu, pour dire un peu la déloyauté, ou c'est juste parce que vous sentez en vous, c'est le moment, c'est le temps, je dois moi-même croître un peu plus. Il y a comme une main, une onction, une puissance qui pousse à dire vas-y, tu peux, essaye, tu peux, parce que le Seigneur avait peut-être un plan pour vous. Je vais être totalement transparent. Je ne savais pas combien il gagnait, mais je savais qu'il gagnait beaucoup d'argent. Parce que dans le milieu, il y a 6 ans, 7 ans... À l'époque, vous saviez qu'il gagnait beaucoup d'argent, ou aujourd'hui, vous réalisez qu'il gagnait beaucoup d'argent? À l'époque, je ne savais pas, mais je savais, parce que je travaillais pour lui, mais j'avais, on va dire, des collègues, d'autres personnes avec qui on était dans le même secteur, qui travaillaient pour d'autres personnes. On savait plus ou moins comment ça se passe, parce que rien n'est caché. Vous avez tout en ligne, vous demandez combien est-ce que, en moyenne, un rédacteur web senior peut gagner, vous avez tout. Vous avez tout en ligne. Mais je vais être transparent, j'ai commencé au bas de l'échelle, mais jamais l'idée ne me met... J'ai jamais eu l'idée de... Comment je vais dire? De vouloir être déloyal d'abord, parce que c'est très vite fait dans ce milieu. C'est très vite fait parce que... Pas que dans ce milieu, mais la plupart du temps, quand on se met en collaboration avec quelqu'un au moment où on se cherche... Oui, parce que la difficulté dans ce milieu, je veux dire, ce qui fait qu'on peut être très déloyal quand on est dans le secteur du digital, c'est que vous êtes amené parfois à collaborer avec le recruteur de votre recruteur. C'est-à-dire que le recruteur principal... Voilà. Celui qui emploie... Qu'il débauche. C'est même pas qu'il débauche. Celui qui emploie, celui qui vous emploie, parfois vous travaillez sur des plateformes. Donc, vous avez ses identifiants, vous avez son email, vous avez un certain nombre de choses qui vous permettent, vous, de lui écrire, de le contacter et de lui proposer parfois vos services, quitte à couper l'herbe sous le pied à l'autre et de le faire à moitié, moins de moitié prix. Donc, jamais ça ne m'est traversé l'esprit, parce qu'encore une fois, on ne rentre pas en sachant tout faire. Moi, j'ai compris ça très tôt. Je me serais pressé, j'aurais été, on va dire, gourmand, qu'aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas ces opportunités-là, parce que je n'aurais pas appris. Il faut le temps de l'apprentissage. Et c'est important. C'est important de prendre le temps d'apprendre avec les personnes qui sont des visionnaires dans le secteur, dans le milieu, et qui veut bien vous enseigner des choses qui n'enseigneraient peut-être pas
au cours d'une formation. Donc vous êtes son collaborateur, vous êtes là, vous êtes au fait de ce qu'il fait et vous évoluez, vous apprenez. Alors, je veux que vous vous concentrez, que vous soyez en ligne ou en présentiel, parce que le secteur du digital est en pompe en ces temps de la fin. Sans ça, vous ne pouvez vraiment pas vous en sortir. Et je suis en train de réaliser un mise sous l'échiquier spirituel que c'est le gouverneur mondial dont la Bible parle. Si vous ne connaissez pas le digital aujourd'hui, vous êtes moins qu'un manœuvre. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas manger. Donc, cela étant en vogue, quand on a l'opportunité de rencontrer des gens qui ont un parcours, qui ont fait une expérience dans le domaine et qui aujourd'hui s'imposent dans le secteur, il est important de les écouter pour ne pas faire des erreurs ou ne pas répéter leurs erreurs ou encore être ignorant tout simplement. Je voudrais donc poser une autre question. Laquelle? Parlez-nous de ce métier. On entend web rédacteur, on entend création de sites web, on attend web ci, web ça. Et le web est un peu partout parce que moi je suis un peu analphabète du web. Par contre, je suis avec un homme qui est quasiment un accro de ça. Je ne sais pas comment ça se fait. La petite histoire, c'est que tout ce qui a rapport à ça, même pour mon ordinateur, mon portable, j'ai un ordinateur Mac, je ne sais plus depuis combien d'années, c'est sur mon bureau, parfois quand je fais des vidéos pour autre chose, des photos, juste la pomme est là. Mais je ne l'ai pas ouverte depuis 2014. Je ne sais pas l'utiliser. Je suis analphabète de ça. Facilement comme ça. Donc il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Je suis obligée de lui dire, oh, aide-moi, je suis dépendante. Alors, je voudrais que pour quelqu'un comme moi, dans la salle aujourd'hui ou en ligne, vous expliquer ce que c'est que ce métier de web rédacteur. Est-ce à dire que quelqu'un ne fait rien? Moi, j'écris ses posts. Est-ce que, je ne sais pas, il me donne des posts que je corrige? Est-ce que je crée un logiciel? C'est pas... Expliquez-nous à quelqu'un qui ne maîtrise pas et qui a envie de découvrir. Certainement que dans la salle, quelqu'un a envie de découvrir, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par dire que vous faites les mêmes erreurs que les personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment. Parce que je ne m'y connais pas du tout. C'est parce que je m'y connais et je fais des erreurs de quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Oui. Je ne m'y connais pas du tout. Et ce n'est pas du tout une passion. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ce n'est même pas quelque chose que je vais apprendre. Mais pour quelqu'un qui veut le faire, ou peut-être en expliquant, vous pouvez le convaincre, vous pouvez lui donner envie d'aller vers ce métier. D'accord, ok. Je vais commencer par dire que dans le métier du digital, il y a plusieurs métiers. Il y en a pléthore. Vous avez même l'occasion, au cours de ce programme, d'avoir un atelier en développement web. Animé par Madame Nadine Ouourou. Développement web du Bénin. Et intelligence artificielle, je pense. Il y a communication digitale et l'utilisation de l'IA à pas. Ok. Je commence par dire, je suis totalement, alors là, totalement, je ne connais rien en ce qui concerne le métier de la dame qui va être formatrice dans cet atelier. Le développement web, ce n'est pas de la rédaction web. Le community management, ce n'est pas de la rédaction web. Évidemment, c'est des mots que j'entends, même si je les comprends, mais je ne sais pas à quoi ça sert, à quoi cela correspond. Community manager, et parfois, j'ai des gens qui m'appellent, madame, je suis community manager. Et déjà, quand ils disent community manager, je suis déconnecté. Je n'ai pas envie de les écouter parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne veux pas me faire blaguer. Je dis merci beaucoup, je maîtrise tout ça, je n'ai pas le temps. Et puis après, on va en parler. Il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Community manager, quoi d'autre encore, d'autres mots. Développeur web. Développeur web. Les graphistes. Les web graphistes. Les web graphistes. Les UX designers. Et d'ailleurs, celui qui m'aide
qui m'aidait dans le graphisme, c'est quelqu'un qui m'a pris comme analphabète et donc j'ai été sa victime. Donc aujourd'hui, je veux en savoir plus pour ne plus être sa victime. D'accord, la question est bien posée. Je vais d'abord parler de ce que je connais le mieux, ce que je fais. Donc la rédaction web classique. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus vraiment de rédaction web. Bon, il y a toujours des rédacteurs web, et il n'existe plus vraiment de rédaction web parce que... Pourquoi? Parce que l'IA leur a ravi la vedette. C'est ça. Parce que l'IA s'est invitée et a tout raflé sur son passage. Donc reconnaissez avant de choisir un métier, avant d'évoluer dans les métiers de mode, que cela peut passer de mode très rapidement parce que le monde évolue très vite. Et vous risquez de vous retrouver chômeur si vous n'arrivez pas à faire un pont entre le métier et les nouvelles outils qu'il faut utiliser. C'est exactement ça. Il faut pouvoir s'adapter. Et l'IA est venu à un moment où beaucoup de personnes dans le milieu étaient, on va dire, à l'aise, paisibles. Ils étaient nos rois. Voilà, on s'attendait vraiment pas à cette révolution. Et ils se la mangeaient facilement. Et pour la petite histoire, finalement, après avoir travaillé avec quelqu'un, j'ai finalement trouvé quelqu'un avec qui je travaillais, un client direct. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais sincèrement, j'aurais pu me la couler douce pendant des années sans lever le petit doigt. Ça veut dire que les personnes qui, pendant un moment, ont évolué dans ce milieu, se sont fait beaucoup d'argent. Waouh! Donc aujourd'hui, peut-être, ils vivent des réserves d'autrefois. Aujourd'hui, ils ont dû s'adapter. Ceux qui n'ont pas voulu suivre le train en marche, le train de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce que, encore une fois, ils sont dépassés. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose, vous savez, le digital, il faut l'aimer ou le quitter, j'ai envie de dire. Donc je quitte. Ce que je veux dire, c'est, quand vous n'avez pas une passion pour le digital, c'est compliqué de suivre les évolutions du digital. Et donc, quand l'IA est venue, il a fallu se réformer, refaire les choses à la source de l'IA. Et donc, comment on fait ça? Il faut réapprendre. Il y a de nouveaux codes, il faut se les réapproprier. Il faut se les réapproprier, c'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait directement, heureusement, parce que sinon ça allait être plus compliqué pour moi, parce que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a quelque chose qui est en vogue en Europe ou dans d'autres pays, dans le monde en général, en Afrique, pour le moment, ça a du mal encore à apprendre. Donc, on avait, en tant que rédacteur web, on voyait le contre-coup de cette révolution parce que, on va dire, l'aspect pécuniaire c'était évident qu'il y avait un problème. On ne savait pas encore lequel. Il fallait l'identifier. Après, il fallait se former. Mais c'est compliqué. À cette époque, se former à l'IA, il fallait avoir des formations payantes qui coûtaient des milliers d'euros. Personne ne pouvait se le permettre. Aujourd'hui, c'est en vogue. Vous avez ça partout. Gratuit. Encore qu'il faut faire attention à ce qui est gratuit, mais c'est gratuit. Vous pouvez vous former au métier de l'IA, c'est gratuit. Il y a des sites. Je ne les connais pas personnellement, vous avez l'occasion vous aurez l'occasion de votre atelier à la dame qui s'occupe, qui va vous former dans le développement web, de lui poser ces questions. Mais si je dois en revenir à ce que j'ai fait, à la rédaction web, donc à un moment donné, l'humain écrivait, et du jour au lendemain, il fallait s'associer avec une intelligence artificielle. Parce que le client, il faisait un calcul rapide. Il se disait, pourquoi donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui va mettre 8 heures, 4 heures à écrire un contenu de 1000 pages ou de 2000 pages, alors qu'en 10 secondes, je peux le faire. Un prix moindre, c'est ça. Parfois. Même dans le temps, c'était même très abordable. On avait ChatGPT, c'est vrai qu'il était au niveau expérimental, mais il faisait de très bons contenus. Et ces personnes, pour presque rien, avaient des contenus plus ou moins
qui n'étaient pas bons, des contenus qui étaient bien. Ils avaient des contenus qui étaient bien et ils s'en foutaient parce qu'ils ne mettaient pas beaucoup d'argent, ils ne payaient plus. Moi, j'ai eu 2 ou 3, j'avais 5 clients dans la période, je les ai tous perdus. Parce que plus de missions, plus de commandes, rien. Comment est-ce qu'on fait? Alors moi, je retiens tout simplement que se lancer dans le métier du digital, dans les multiples opportunités et secteurs du digital, il faut être prêt au changement à la seconde près. Si vous avez des difficultés donc à accepter les changements, à intégrer les changements comme moi, vous n'êtes pas fait pour le digital. J'ai envie de continuer de poser beaucoup d'autres questions, mais le temps ne nous permet pas. Et je crois qu'après cette conférence, je vais ouvrir des plateaux privés pour parler de ces questions afin d'offrir à la jeunesse un suivi sur tout ce qui a été fait. Je suis donc obligé de m'arrêter ici pour laisser la parole aux participants à l'intérieur pour poser toutes leurs questions. Mais avant, permettez-moi, parce qu'il y a une question qui me vient tout de suite. Vous dites que vous êtes marié et père de 2 enfants. Je réalise que les gens qui aiment les métiers web, ils sont souvent scotchés. Il arrive des moments où, je me rappelle, j'ai dit à mon époux il y a quelques années en arrière, est-ce que ton ordinateur est ton épouse? Ou c'est moi? Parce que le jour où il rentre avec son ordinateur, je suis mal à l'aise. Parce que je sais que c'est ma coépouse qui est là. Le monsieur, par exemple, quand on parle juste de la saisie, tu es devant lui, il te parle. En 10 minutes, en 15 minutes, si jamais il lance son imprimante, il a sorti un livre. Sans regarder son clavier. Mais moi, pour aller sur mon clavier, il me faut regarder, aller de l'autre côté. C'est impossible d'aller directement. Et le jour où il me fait un clavier, je ne sais quoi, il faut tirer des traits. Je dis pardon, enlève-moi ça. Je ne peux pas, je ne comprends pas. Donc, si vous n'êtes pas prêt au changement, cela n'est pas possible. Mais est-ce qu'un homme marié ou une femme mariée pourrait s'en sortir dans sa relation de couple avec un web rédacteur? C'est une belle question. Alors, dans mon cas, il n'y avait même pas de déconnexion possible parce que je travaillais depuis chez moi. Ça veut dire, elle sortait de la maison en me voyant sur mon ordinateur, elle rentrait, j'étais sur mon ordinateur, elle allait dormir, j'étais sur mon ordinateur, et parfois, elle se réveillait, j'étais encore sur mon ordinateur. Et donc, je disais donc que parfois, c'est très compliqué parce que, vous savez, quand on est quelqu'un qui est un professionnel qui veut, parce que dans le métier du digital, il y a des délais. Il y a des délais, il y a des livrables. Il faut le faire dans les temps. Et donc, tout initié que j'étais, il fallait que à chaque fois, que je m'arrange à chaque fois à être dans les délais, écrire dans les délais, livrer dans les délais. Donc c'était compliqué pour moi de commencer une activité, de commencer quelque chose, de laisser tomber, d'aller faire autre chose. Donc je passais toute la journée devant mon ordinateur à écrire. Toute la journée à écrire, et pendant un moment ça a été très compliqué. Aujourd'hui ça va mieux, parce que je me suis quand même mis des balises, mais ça a été très compliqué. C'est pareil, je sais que dans cette période, il y a eu beaucoup d'échanges où elle m'a fait comprendre que ce n'était pas possible d'être autant devant son ordinateur et de ne pas tenir compte des personnes qui étaient autour. Attendez, et surtout ça, parce que mon époux, il avait 2 problèmes. Son ordinateur et son téléphone. Son ordinateur et son téléphone. Dans la vie, on a besoin d'équilibre.
Et le courant que prône le RIFI, c'est l'équilibre dans les relations ou dans les questions du genre, dans les relations du genre dans tous les secteurs de la vie. Et le slogan du RIFI, c'est un homme de pouvoir aux côtés, une femme d'influence aux côtés d'un homme de pouvoir. Et cela émane d'un constat que nous avions fait. Ce constat-là, donc, c'est les hommes misogynes qui disent, femme, non, tu dois faire ci, tu ne peux pas, la femme doit être marginalisée, recadrée d'une certaine manière. Et cela a levé un contre-courant qu'on appelle le courant des féministes. Des femmes qui disent, je suis mari, je suis tout à la fois, tu sors, je sors, un peu pour caricaturer. J'ai été à l'école, tu as été à l'école, et il n'y a rien à négocier, quoi. C'est 50-50 directement. Et dans ce courant, dans les deux courants qui existaient, il y avait la bagarre. Comme le dirait l'autre, vous voulez la bagarre, et donc vous aurez la bagarre. Donc, il y a beaucoup de bagarres dans les relations. C'est là où, dans le milieu professionnel, administratif, marital, associatif, les hommes et les femmes ne s'entendent jamais. Il y a des courants de femmes qui réclament, il y a des courants d'hommes qui disent retourner à la maison. C'est devenu tout un problème. Les couples n'ont plus d'équilibre. Ou parfois, tous les deux sont fonctionnés partis, l'éducation des enfants est ratée. Parfois, on se dit être un couple marié, mais on est distant, on reste dans une forme de cohabitation. Et c'est aussi, ça vous concerne jeunes. Parce que bientôt, vous allez rentrer dans votre vie amoureuse et bâtir un couple, construire votre avenir pour évoluer. C'est-à-dire à chaque niveau de la vie, il y a des charges, des responsabilités qui s'ajoutent à celles qu'on a déjà. On ne peut pas donc laisser les responsabilités et les charges que nous avions avant pour dire qu'on se concentre uniquement sur les nouvelles. Non, on doit donc mettre les nouvelles sur les anciennes et trouver quand même son équilibre. Parce qu'il y a une question qui me revient souvent. On dit, comment vous arrivez à concilier cela? L'équilibre. Mais pourtant, on voit votre couple avec mon époux, heureux. On a l'impression que tout va bien. Mais vous êtes en même temps pasteur principal, avec ce rythme de travail. Vous êtes présidente d'un réseau qui travaille à plein temps. Vous êtes chef d'entreprise de plusieurs entreprises. Vous êtes mère, vous êtes épouse. Mais comment vous arrivez à concilier toutes ces choses-là? Et je dirais donc, selon votre parcours, selon votre expérience, en ce moment, le couple n'était-il pas fragilisé? N'y avait-il pas des secousses, des tendances, des vagues qui, peut-être parfois, ont pu entrer dans la bague de la relation ou ont failli faire chavirer la bague du couple? Évidemment, je m'en rappelle, il y avait beaucoup de remises en question parce que c'est déjà, on s'est marié en 2018 et après ça, il a très vite fallu trouver le moyen de gagner de l'argent. Et donc, c'était le seul moyen que j'ai trouvé de gagner de l'argent et je voulais le faire bien. Je me suis dit, comme tous les garçons ici, les hommes, l'homme, c'est lui qui pourvoit. Et donc, il n'y a pas de raison que tu ne restes à rien faire. Donc, quand tu tiens quelque chose en main, tu ne veux plus le lâcher. Donc, j'avais, on va dire, cette pépite en main et il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai passé toutes mes journées à peaufiner ce que j'avais en main, à le transformer en or. Mais le souci qui s'est posé, c'est que en ne tenant pas compte de l'environnement autour, on crée d'autres fossés, on crée d'autres besoins. Il faut tenir compte des personnes qui sont autour de vous, tenir compte de leurs ressentis et tenir compte de la façon dont, de la relation que ces personnes... En fait, ce que je voudrais, oui, c'était comment? Est-ce que c'était un peu de la tension, des discussions sur des discussions? Parce que je sais par expérience que dans ce cas-là, étant donc thérapeute, conseiller de couple, accompagnateur, oui, j'ai eu beaucoup de cas, j'ai entendu beaucoup de choses. Dans ces cas, il paraîtrait que c'est la femme qui ne se sent pas à l'aise dans ce schéma. Parce que l'homme se trouve en plein
dans un tournant de responsabilité. Et comme vous venez de le dire, quand on ne tient rien en main, l'ego de l'homme est touché. Il ne veut pas rester dans cette posture. Donc, c'est souvent la femme qui est dérangée. Elle a besoin d'un peu plus d'attention parce que femme en a réellement besoin. Et elle va certainement se plaindre. Et ça va dégénérer un peu la relation intime qui doit consolider le couple. Mais il paraîtrait que dans ces cas, les hommes ne voient pas souvent là où il y a le problème. Et donc, ils se disent, ils gèrent mal ce temps. Est-ce que dans votre cas, il y a eu des secousses, il y a eu des tensions? Parce que nous sommes là pour apprendre de votre expérience. Si oui, si ce n'est pas trop demandé, quelles sont à peu près de manière concrète ces secousses-là? D'accord. De façon concrète, oui, il y a eu des secousses, je réponds à votre question. Et très vite, très tôt, il a fallu trouver des solutions à ça. Des secousses parce que, comme je disais, elle ne pouvait pas rentrer de la maison et me voir toujours sur mon ordinateur. Parce qu'elle m'a quitté, j'étais sur mon ordinateur, elle rentre, j'étais avec mon ordinateur. J'avoue, ça fait très mal. Et on peut décider d'ignorer. Et c'est là que deux personnes qui étaient censées se rapprocher, se découvrir encore, se connaître, discuter, chercher à faire des projets, bâtir ensemble, vivent dans un covoisinage. Il ne faut pas faire cette erreur, parce que l'erreur, ça a été d'ignorer les signaux d'alarme ou les signaux d'alerte. Parce que, heureusement, quand tu es avec une partenaire qui veut réussir quelque chose, elle te le fait savoir d'une façon ou d'une autre. Elle te dit par exemple, je ne me sens plus à l'aise, je veux que les choses changent. Donc il faut faire quelque chose. Et il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas ignorer, il faut tenir compte. C'est vrai, professionnellement, il faut être bien. C'est vrai que professionnellement, il faut évoluer, mais il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Ça n'a pas été facile dans notre cas, parce que, comme tout à l'heure, maman l'a dit, c'est très compliqué pour l'homme de toucher du doigt ce qui ne va pas. Parce que moi, dans mon cas, je me disais, pourquoi est-ce qu'elle devrait se plaindre alors qu'à la fin du mois, j'arrivais quand même à faire un certain nombre de choses? Pourquoi est-ce qu'elle devait se plaindre? Parce qu'à la fin du mois, il y avait quand même quelque chose sur la table. On arrivait à plus ou moins concrétiser, parce que je dis plus ou moins, parce que ce n'est pas évident. Parce que la rentrée d'argent ne veut pas dire que comment je vais dire, que l'argent sert toujours à ce à quoi vous l'avez planifié. Ça, c'est notre paire de manches. Donc, plus ou moins, on arrivait à réaliser un certain nombre de choses. Mais pourquoi est-ce qu'elle se plaignait? Et donc, pendant longtemps, j'ai ignoré. Je ne vous ai pas arrêté, mais la question, ce n'est pas seulement vous. Pourquoi est-ce qu'elle se plaignait alors qu'il y a des rentrées d'argent? Je remarque un phénomène aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Une femme qui boude, un homme lui tend de l'argent, elle se tait, elle change. Et je ne comprends pas, je suis choquée. Je ne comprends pas pourquoi les femmes aussi jouent ce jeu et essayent de le caricaturer, de le montrer pour dire que c'est l'argent. Je crois que c'est d'abord l'amour. Accepter de partager sa vie avec un homme, c'est d'abord parce qu'on l'aime. C'est pas, on ne l'aime pas pour ce qu'il a. On ne l'aime pas pour ce qu'il va avoir. Mais bien évidemment que l'avoir est décisif pour l'équilibre du couple. C'est important pour le couple. Mais on ne peut pas se baser tout de suite sur l'avoir parce que quand on aime réellement, on peut supporter tout. Parce que pour moi, quand je prends par exemple ma relation, l'argent n'est rien. Mais l'homme, lui, il est tout pour moi. Donc, dans les larmes, dans les pleurs, dans le manque, dans l'abondance, ça ne change pas, ça ne diminue pas, ça n'affecte pas l'amour que j'ai pour lui. Parce que c'est le cœur que j'ai épousé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça ne devrait pas être le cas? Oui. Ou vous pensez qu'on doit prioriser donc les rentrées d'argent, les responsabilités, ce qui donc montre que l'homme
qui croit que ce n'est que pour ça qu'il faut travailler le plus est un orgueilleux. Je suis Et d'accord. qu'un orgueilleux peut détruire sa relation de couple. Je suis parfaitement d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, on a tout fait de penser que les entrées d'argent ou l'argent guérit tous les maux. L'argent est utile, mais il ne fait pas tout. Il ne fait pas les relations. Et comme j'ai l'habitude de dire, maman vient de le dire tout à l'heure à mon épouse, et puis d'ailleurs, je voulais le dire, j'allais oublier, un partenaire qui se sent concerné, c'est un partenaire qui te met sur la voie, qui te dit que ça ne va pas. Elle voit qu'il y a des rentrées d'argent, elle voit que financièrement, ça va, mais vous ressentez au fond de vous, et même en la voyant, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il n'y a pas l'attention. Parce qu'il n'y a pas d'attention, parce qu'il n'y a pas ce qu'elle voudrait. Elle n'a pas, elle n'est pas dans son élément. Parce que l'attention, à mon avis, c'est le feu qui réchauffe l'amour. Sans attention, l'amour n'est pas réchauffé, mais c'est plat. C'est ça. On est d'accord avec? Je suis d'accord avec vous. Alors, dans ce cas-là, comment avez-vous pu gérer jusqu'à trouver l'équilibre aujourd'hui? On s'est assis, on a parlé. On faisait un truc, on faisait quelque chose qui était très courant, on va dire dans les sectes de jeunes, où, parce qu'on est croyants, on fréquentait beaucoup de sectes de jeunes mariés qui avaient pour ambition de réussir leur mariage. Et donc on entendait souvent ce mot qui revenait, ou cette stratégie pour pouvoir régler les soucis, le devoir de s'asseoir. On essayait tant mieux que mal de le faire. On l'a fait pendant plusieurs années, même si aujourd'hui on ne le fait plus trop, on l'a revisité un peu. Mais il y avait toujours, à la fin d'un cycle, d'un mois, ce n'est pas toujours systématique, on se donnait, on va dire, les moyens de s'asseoir et de parler de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et donc ce qui revenait constamment, c'est, enfin, il va falloir que tu trouves le moyen de te déconnecter de ton boulot et de te reconnecter à ta famille. Est-ce que c'était facile? Non, parce que... Alors, oui. Parce que le trait caractéristique, moi, on va dire, je travaillais depuis la maison. Je n'avais pas de bureau attitré. C'était en freelance. En freelance. C'était, dans un premier temps, c'était voulu. C'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais, en tant que jeune freelance, je ne voulais pas disperser mes sources de revenus et je voulais quand même les mettre dans des choses qui étaient, en mon sens, beaucoup plus, on va dire, qui pouvaient me permettre d'avancer dans les objectifs que j'avais. Donc je travaillais depuis la maison et c'était très difficile pour moi de déconnecter. Tu te réveilles, tu travailles, tu dors, tu travailles. Il n'y avait pas d'échappatoire chez moi. C'est-à-dire que la maison, au lieu d'être le lieu de rapprochement, d'intimité, de détente, de discussion, est devenue un bureau plus qu'une maison. Alors, est-ce qu'en cette période-là, l'un d'entre vous, a-t-il senti le besoin, puisque vous ne savez pas le comment déconnecter, le comment ramener la stabilité ou l'équilibre, mais vous sentez quand même que rechercher l'équilibre était une urgence et une obligation. Est-ce que l'un d'entre vous aviez eu l'idée d'aller voir un accompagnateur de couple pour vous accompagner dans le traitement de ce sujet qui risquait de fragiliser votre couple? Non, on n'y a même pas pensé. On n'y a même pas pensé parce que, je ne sais pas, est-ce que c'était quelque chose qui était vulgarisé? Et on s'était toujours dit, elle et moi, qu'il fallait faire attention aux 10 heures de bonne aventure. Il fallait faire attention aux personnes qu'on introduisait dans notre couple. On se disait que c'était beaucoup plus sain pour nous de régler les choses entre nous. Et donc on a fait ça pendant plusieurs années. Ça nous a marché parce que le truc, le but, ce n'est pas simplement de communiquer. Il faut savoir bien communiquer. Et donc, il faut, pour les hommes, laisser de côté l'ego, laisser de côté un certain nombre de choses, et puis être prêt à accepter ce que l'autre dit.
Merci. Je vais juste dire que lorsque votre couple semble être fragilisé à cause des demandes et des exigences professionnelles, des conditions de travail, le choix du métier qui ne favorise pas une certaine chose, ou encore le passage dans le virage de recherche de stabilité, ce qu'il faudra premièrement faire, c'est de prendre conscience. Là, ce n'est pas la parole du pasteur, ce n'est pas la parole de la présidente du RIFI, mais c'est la parole de l'expert dans les questions conjugales. Prendre conscience. Si vous ne prenez pas d'abord conscience, il n'y a pas d'issue, vous ne verrez jamais d'opportunité. Après la prise de conscience, donc, il faut dialoguer, trouver le temps de s'asseoir, de poser le problème. Et lorsque vous êtes en train de poser le problème, que l'un pose le problème, que l'autre laisse son partenaire aller au bout de ses idées. Et aussi, de ne pas juger, de ne pas parler d'évidence. Accepter que cela n'arrange pas l'autre, ou que l'autre se sent gêné pour cela. Et qu'il n'est pas évident que le partenaire soit exactement comme l'autre, ou voit les choses comme l'autre. Car, dit-on, les femmes viennent de Vénus, je crois bien, et les hommes de Mars. Les rêves, les femmes sont dans les nuages, on ne voit pas souvent la réalité, mais c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est pourquoi, dans 1 Pierre 3, il dit, les femmes sont de sexe faible. C'est une recommandation aux hommes. Tenez en compte dans vos relations avec elles. On est très émotif. C'est naturellement comme ça. Même s'il faut que la femme apprenne quand même à dominer ses émotions, sachez qu'à la base, la femme, c'est beaucoup d'émotions. Et c'est beaucoup de douleur. Et la femme n'arrive vraiment pas à s'exprimer dans des conditions données. Donc, il faut s'asseoir, il faut dialoguer, il faut trouver qu'est-ce qui fait le nœud du problème. Et en fin de compte, si vous avez la capacité de régler, vous avancez par la prière et tout ce que vous pouvez faire, des décisions, et vous accompagnez ces décisions-là. Mais dans le cas contraire, puisque vous n'êtes pas un expert de la question et qu'on n'a jamais vécu cela, il serait donc conseillé d'aller voir un expert dans le domaine. Mais dans le choix de l'expert, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, car comme M. Dalméda le dit, on ne peut pas introduire n'importe qui dans son couple, parce que parfois, c'est le coach qui devient donc la maîtresse de votre époux, ça commence par là, ou c'est le coach qui devient la femme de votre époux, parce qu'elle a pris le temps lors des séances de coaching de connaître cet homme, de connaître ses faiblesses. C'est le point le plus sensible des coachs. Il faut faire très attention, que ce soit des coachs professionnels, des coachs de vie, en allant nous voir, votre vie est ouverte et exposée. Et quand la personne n'a pas la crainte de Dieu, et n'est pas intègre, n'a pas l'intégrité et l'éthique du métier, cette personne va vous conduire à la porte du non-retour. Parce qu'elle connaît les faiblesses, elle peut jouer avec. Parce qu'elle est experte dans les jeux de rôle. Elle pourrait vous prendre votre mari ou il pourrait prendre votre femme. C'est vite arrivé. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a des difficultés comme ça, les hommes n'aiment pas que ce soit les femmes qui prennent la décision. Mais quand c'est l'homme qui prend la décision d'aller voir un expert, c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus précis. Et il y a des pièges parfois que l'homme arrive à éviter, là où la femme ne peut pas éviter. J'ai envie de dire beaucoup plus. Je n'ai pas envie de vous laisser partir, mais à vous maintenant le micro, définitivement. Si vous avez des questions, levez votre petit doigt. Des questions sur l'équilibre de relations ou encore sur les métiers web, spécialement les métiers de rédaction web. Bonjour, je voudrais d'abord saluer l'audience. En fait, j'ai 3 petites questions. La première, c'est, je voudrais demander au monsieur qui est ici, que s'il devait tout refaire, qu'est-ce qu'il ferait et comment il le ferait. La seconde, c'est, bon, j'ai cru avoir entendu
prennent le temps de vous le dire. Le monde professionnel, j'ai envie d'être abrupt, mais je vais le dire de façon simple. Personne ne vous doit rien du tout. Personne ne vous doit rien du tout. Ni l'État, ni vos parents, ni vos amis, ni personne. Vous prenez votre vie en main et vous avancez. Donc si je devais refaire quelque chose ou recommencer, je pense que je perdrais moins de temps. Je dirais, je comprendrais que les diplômes c'est bon, mais qu'il faut savoir faire quelque chose de ses mains. Voilà. Et donc pour la deuxième question, comment est-ce que j'ai eu à faire le revinement avec l'IA? Je me suis formé. Je me suis formé, c'est vrai, j'ai pas, pour la petite histoire, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Parmi la multitude de clients que j'avais, j'en avais quand même quelques-uns, pas beaucoup. Il y a un seul client qui a eu la bonne idée de créer, comment je vais dire, pour que vous compreniez, pour que ce ne soit pas trop technique. Il y a eu la bonne idée, un client qui a eu la bonne idée de créer comme un système qui permet qui a permis à ses clients traditionnels dans le temps, les clients qu'il avait et qui lui demandaient de faire des tests à la main, que ces clients, par ce même canal, puissent lui proposer, en fait, avoir ces mêmes tests, mais écrits par une IA. Et donc, il a mis ça au point rapidement, il a proposé ce service et ça a pris instantanément. Donc, déjà, il a fallu sensibiliser les gens sur le fait de savoir utiliser l'IA. Parce qu'il ne suffit pas juste, je le dis là, c'est un peu technique, vous allez peut-être le comprendre tout à l'heure, il ne suffit pas juste d'écrire quelque chose. Je prends l'IA la plus commune que tout le monde connaît, ChatGPT. Les prompts, c'est quelque chose de très technique pour les personnes qui veulent l'utiliser pour des projets professionnels. On ne met pas n'importe quoi comme prompt. Donc, pour écrire un test, on va dire de 500 ou de 1000 mots, avec un mot-clé bien spécifique, il faut dire à l'IA de le faire, mais d'employer un ton. Parce que sinon, le risque, c'est que l'IA fasse de l'IA. Ça veut dire que l'intelligence artificielle soit face de l'intelligence artificielle, que ce soit pas humain, Voilà, sans vie. que ce soit sans vie. Et donc lui, il a eu la très bonne idée de sensibiliser ses clients à ça, de leur dire, d'accord, il y a ChatGPT, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi, je vous propose un service beaucoup plus professionnel, avec des personnes qui prennent le temps de générer vos tests, mais qui derrière s'assurent qu'il n'y ait pas des mots, on va dire, des phrases creuses. Donc il a créé cet environnement-là et il m'a proposé de faire partie des personnes qui allaient générer des tests IA et faire de la supervision, de la veille et voir si ces tests IA répondaient aux normes et si elles étaient humaines. Elles ne sont pas totalement humaines, je veux dire la vérité. C'est vrai qu'il y a plein d'outils pour voir, mais bon, ça c'est encore une autre paire de manches, mais de s'assurer quand même qu'on proposait des tests. Là, on dira que dans le secteur spirituel, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, toutes les églises doivent apprendre à utiliser l'IA. Et parfois, quand vous demandez à l'IA de vous proposer des plans et autres, et que vous avez réellement l'onction et l'Esprit de Dieu en vous, ce qu'il vous propose, vous voyez que ça ne vient pas du Saint-Esprit, c'est plat. C'est le type de message, parce qu'il faut savoir l'utiliser. On a les jeunes serviteurs de Dieu ici. C'est bon d'utiliser l'IA. Et puis si on met juste un thème rapidement à 5 minutes de la prise de parole sur le pupitre, on pose la question rapidement, on vient. Mais ça n'a pas de vie. Pas du tout. Tu sens, si tu as l'Esprit de Dieu, c'est plat. Et c'est là que je rejoins l'apôtre Paul qui dit, je ne veux pas avoir un discours de sagesse. Parce que le discours de sagesse, à la fin, quand tu enseignes, l'IA peut te proposer des discours de sagesse. À la fin, on dit, c'était merveilleux, c'est bon.
mais ça n'a rien changé dans le cœur. Ça n'a pas touché. Mais il dit à l'opposé, Paul, je préfère avoir un discours de puissance provoqué par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il le dit. Parce que le discours produit par l'IA de l'Esprit, si je peux le dire ainsi, par l'IA de l'Esprit de Dieu, a une puissance, a un impact immédiat. Tu l'entends, mais c'est comme si les mots sont accompagnés d'une puissance, d'une vie, d'une onction. Et quand ça vient, que tu le reçois en toi, ça commence à travailler. Mais à l'opposé, ça t'envoie des mots. Ça tombe, ça redescend. C'est ce que je pense. C'est exactement ça, j'allais même dire. Si moi j'ai ChatGPT dans mon téléphone, mais ce n'est pas le même que vous avez. Il n'est pas, comment je veux dire, il n'est pas payant, c'est vraiment le basique, parce que j'utilise le payant pour mes activités professionnelles, mais j'ai un ChatGPT dans mon téléphone, celui qu'on trouve partout. Mais vous lui posez les mêmes questions, vous le téléchargez tout de suite. Moi je lui pose une question, vous lui posez les mêmes questions, il ne vous répondra pas pareil. Il sera beaucoup plus spécifique dans mon cas, parce que j'ai pris le temps de le configurer. Il faut prendre le temps de le configurer. Il y a des formations pour ça. Pour les personnes qui veulent faire des métiers avec l'IA, prendre le temps parce que l'IA, c'est un très bon assistant, mais il faut aussi avoir quelqu'un qui est, on va dire, qui sait ce qu'il veut. Parce que si vous ne savez pas ce qu'il veut, l'IA va vous balloter partout. Merci. Vous lui posez une question. Aujourd'hui, moi, je suis capable de poser une question à l'IA. Il m'emmène exactement où je veux. Par exemple. Et c'est même un peu, c'est un peu cocasse. Je lui demande par exemple, tout à l'heure je lui ai demandé, est-ce que l'État est créateur de richesse? C'était une simple question basique. Il a fini de me dérouler tout ce qu'il avait à dire. À la fin, il m'a demandé si je veux le transformer en test SEO. Parce qu'il a compris que mon travail, c'était de proposer des tests optimisés. Exactement. Il ne proposera pas ça à quelqu'un d'autre, par exemple. Il ne donnera pas les mêmes matières qu'il me donne. Parce que j'ai appris à l'entraîner. Il faut apprendre à entraîner l'IA. Il ne faut pas juste... Des fois, amusez-vous juste à lui dire, je m'appelle tant, j'ai tel âge, je suis marié, j'ai des enfants, voilà ce que je fais. Posez-lui une question par la suite, vous allez voir que les questions que vous lui posez avant et les questions que vous lui posez après, les réponses sont totalement différentes. Exactement, je le confirme. Parce qu'il m'est déjà arrivé une fois de lui poser des questions, de lui demander de me faire un travail. Il finit, mais je lui dis, mais quelle est cette réponse laconique que tu me donnes? Et j'ai parlé pour lui donner, mais écoute, fais attention à telle chose. Et prends telle chose en compte. Dans sa réponse, il dit, merci pour ton éveil et ta guidance. Donc pour lui, il a envoyé, si tu n'étais pas éveillé, rapidement ça va passer et tu prendras tellement les choses d'une telle manière. Il y a aussi un moment où je lui demande des choses, il envoie, je dis mais attends, moi j'aime les trucs qui sont assez structurés et beaucoup plus, je travaille avec beaucoup plus de plans que de rédaction de contenu. Parce que je veux avoir les plans et je développe moi-même. Donc pour dire qu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse à l'IA, on dit l'IA te fait tout. Et il y a des gens qui interrogent l'IA et le résultat quand je vois, c'est laconique. C'est laconique, ça ne sert à rien. L'outil n'est pas pour ça. Donc il faut être aussi un intellectuel et savoir ce qu'on veut. Une autre fois, je lui ai posé une autre question, je lui ai dit autre chose. Et puis, pour me répondre, il dit, mais bien sûr, pasteur Rémion. Ça veut dire qu'il sait, en fonction de tout ce que j'ai eu à faire, le guider à faire, que là, pour telle question, c'est le pasteur. Et parfois, il me demande, veux-tu une analyse? Parce qu'il sait que parfois, je demande des analyses. Parfois, il me demande, est-ce que tu veux que je te donne ça en PDF, en version conférence, où tu peux faire des projections et autres. Je dis non, pour cette fois-ci, non, mais pour telle fois, ainsi de suite. Donc, il faut savoir l'utiliser. Ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet. Si vous-même qui le tenez en main, vous ne savez pas l'utiliser, vous ne pouvez pas. Et là, je passe par ce canal et je dis à mon époux, tu es l'homme le plus merveilleux qui sait mettre ton épouse au pas avec toi parce que c'est grâce à lui
que j'ai compris cette histoire, je lui ai dit, jamais je ne l'utiliserai. Il dit, mais si tu apprends, tu te calmes, tu ne vas plus laisser. Il dit, jamais. Ça là. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est mon meilleur assistant qui est en train de rivaliser avec mon assistant. C'est le meilleur assistant qui soit, mais il faut faire très attention, parce qu'il y a des régressions d'IA. Ça veut dire quoi? De façon pratique, ça veut dire, vous pouvez vous lever un matin, lui poser une question, il va vous répondre, vous allez penser que c'est une question intelligible, vous allez prendre ça pour argent portant, mais il a dit absolument n'importe quoi. Merci. Donc, un exemple simple. Vous dites par exemple la date de l'indépendance du Bénin. Quelque chose qu'on trouve partout. Il suffit juste qu'il y ait un problème, parce que des problèmes, ils se passent tous les jours au niveau de l'IA, c'est un truc qu'on entretient. Donc, les régressions d'IA, ce n'est pas des choses qu'on programme. Ça se passe comme ça. Donc, il faut être vigilant avec ce que vous mettez comme prompt et toujours analyser ce qu'il vous dit. Donc, si je prends mon exemple précédent, vous le demandez, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui est peut-être malien, togolais, nigérian, demande quelle est la date d'indépendance du Bénin. Il va lui faire tout un récit. À la fin, il va lui mettre 1970. Avec des preuves à l'appui. Vraiment, un test bien construit. Pour quelqu'un qui n'est pas béninois ou qui ne s'y connaît pas en histoire, il va le prendre, surtout si c'est un conférencier. Moi, ça, c'est un exemple basique. Ça peut être pour tout. Même des choses les plus techniques. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand c'est très technique, allez lire. Parce que l'IA connaît tout, mais en même temps, il ne connaît que ce qu'on configure, ce qu'on l'a programmé à faire. Donc, les questions que vous lui posez, les réponses qu'il vous donne, il le tire de quelque part. Parce qu'à un moment donné, des personnes se sont assises et ont programmé, ont mis de la matière dedans. Ces personnes n'ont pas la science. Ces personnes sont des érudits, mais elles n'ont pas la science infuse. Et même si, quand bien même, l'IA, quand on parle de régression d'IA, ce n'est pas forcément du fait des hommes, c'est aussi du fait de la machine des fois. Donc il faut faire très attention à ce que l'IA vous dit. La machine peut bugger. Oui, voilà, c'est exactement ça. Et pour embrayer sur la troisième question, comment aller à la recherche de clients? C'est la partie la plus, comment je vais dire, c'est celle que dans le métier de freelance ou d'indépendant ou d'entrepreneur web, c'est la partie que je n'aime pas du tout. Celle que j'ai du mal à faire. Parce que la prospection, c'est quelque chose de très, 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 très spécial. Et très pompant, Très structuré, et qui vous prend tellement d'énergie, de stratégie. Mais il y a des moyens de trouver des clients. Beaucoup plus, je pourrais vous dire, sur des plateformes, quand vous êtes dans un métier du digital, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez aller et trouver des missions. Je pourrais le dire comme ça. Mais encore une fois, l'IA a tout révolutionné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les plateformes comme, j'en cite un pêle-mêle, Upwork, qui était le plus coté, le plus prisé, aujourd'hui est en déliquescence. Ça veut dire que même les métiers de rédaction web, aujourd'hui sur Upwork, vous n'en trouvez presque pas. Donc il faut se spécialiser. Vous trouvez du développement web, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les choix que vous faites dans le digital. Vous trouvez du développement web, vous trouvez d'autres choses, vous trouvez de la traduction encore, vous trouvez un certain nombre de choses, mais vous ne trouvez pas tout sur les plateformes. Après les plateformes, vous pouvez faire de la prospection directe. Mais là encore, il y a des codes à avoir. La prospection directe, ça veut dire que vous identifiez quelqu'un, un professionnel dans un métier, et vous décidez de lui écrire, de lui proposer vos services. C'est beaucoup plus facile quand vous êtes sur des plateformes professionnelles comme LinkedIn. Parce que là, vous voyez passer un certain nombre de profils, vous identifiez les personnes, vous allez leur parler. Mais le résultat n'est pas garanti à 100%. C'est pour ça qu'il faut faire généralement ce que les professionnels recommandent de faire. Ceux qui font des formations sur ce genre de choses, ils vous recommandent d'envoyer
Sur 100 candidatures, vous pouvez en avoir une ou deux. Des personnes qui vous répondent, mais pas forcément pour vous dire oui, mais pour vous dire qu'ils ont accusé réception de ce que vous avez envoyé et qu'ils vous reviendront. C'est qu'ils ne font pas souvent. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir des clients. Moi, il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile. Sur les plateformes, vous avez un client, vous le satisfaisez, il veut travailler avec vous, donc il vous donne accès à son mail professionnel. Et là, il vous sort de la plateforme, parce que sur les plateformes, il y a des frais à payer. Tous les clients ne sont pas prêts à payer ces frais-là. Et même pour vous, c'est vrai que ça vous évite les... On n'a pas parlé, mais peut-être qu'on en parlait après, peut-être à une autre rencontre. Mais il y a aussi le fait de se faire avoir. Dans ce genre de métier, vous n'avez pas un contact avec le client. Donc vous pouvez faire quelque chose, faire des travaux qui ne vous seront jamais payés. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. Vous investissez du temps, des efforts. Après, vous fournissez un travail qui ne vous est jamais payé. Et pour la petite histoire, celui avec qui je travaille aujourd'hui, on a travaillé pour... On a eu un client pour qui on a fait des travaux entre 10 000 et 20 000 euros. Wow. 10 000 et 20 000 euros, qui n'a jamais payé. Et vous laissez ça comme ça? Il n'y a pas de moyen, c'est vrai qu'il y a des moyens légaux de le soustraire, pas de se soustraire, de l'obliger à payer. Mais il faut le temps que cette personne n'a paix. Oui, mais il faut engager donc cette procédure. Oui, mais les procédures... Et espérer à la longue. Oui, Oui, mais les procédures, elles sont longues. Et quelle que soit leur longueur, ils finiront par payer. Donc il faut prendre ça, un risque dont il faut tenir compte. Et donc, si vous êtes là et que vous avez besoin d'aller à la rencontre de clients, dites-vous, la façon la plus sécurisée d'avoir des clients, c'est d'être sur des plateformes. Comme Upwork, par exemple. Il y en a d'autres. Malte, plein d'autres. Allez juste, il y a tout sur Internet, sur Google, les premières pages. Il y a tout. Mettez juste ce que vous voulez. Vous allez voir un certain nombre de plateformes pour des freelances dans tous les métiers du digital. Et vous inscrivez, évidemment. Moi, je voudrais ajouter tout simplement qu'en plus de ces outils pour s'inscrire, ces plateformes pour s'inscrire, pour gagner des clients, cibler et aller à leur rencontre. La vieille méthode, parfois, est toujours la bonne. Parce que plus personne ne s'intéresse à la vieille méthode. Quand parfois vous êtes unique à faire quelque chose, les retombées ne sont plus à partager entre 10, 20 et des milliers de personnes. L'heure n'étant pas à notre faveur, je vais prendre juste une dernière question et nous allons clôturer ici. Et s'il n'y en a pas, je vais dire, Monsieur Génia d'Almeida, votre mot de fin. Merci. C'est vraiment unique ces moments-là de partager avec des jeunes. Et donc, moi, je me fais violence sur moi-même pour donner de mon temps. Parce que c'est jamais évident de débuter dans une carrière professionnelle, dans le milieu professionnel. C'est jamais évident. J'ai été comme vous, là, nous, on n'a pas eu ces opportunités-là. On n'a pas eu ces programmes où il fallait s'asseoir, apprendre quelque chose. Il faut le faire. Et il faut bien le faire. J'allais finir en disant, parce que je m'en voudrais de ne pas le dire. J'étais là pour un partage d'expérience professionnelle, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas que tout ce qu'on fait là pour réussir qui nous fait réussir. Il y a un volet hautement important qui est le spirituel. La vie spirituelle, c'est ce qui fait tout. C'est vraiment ce qui fait tout. Moi, aujourd'hui, si j'ai réussi à être au niveau où je suis aujourd'hui, ce n'est pas par ma propre force. Parce que qu'est-ce que j'ai d'unique? Qu'est-ce que j'ai que d'autres personnes ne proposent pas? On est tous sous le même segment. Presque. Qu'est-ce qui fait ma plus-value? C'est rien d'autre que celui en qui j'ai mis ma confiance. Il faut le savoir, il faut le prier avec foi. Et la dernière chose que je voudrais dire,
c'est d'oser faire des choix. Vous êtes encore jeune. Donnez-vous la chance de ne pas réussir ce que vous initiez. Parce que moi, j'ai appris avec mon parcours que c'est quand on tombe, que c'est lorsqu'on tombe qu'on trouve les moyens d'aller plus loin. Donc, donnez-vous la chance de faire des choix, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà. Merci, merci. Donnez-vous la chance pour aller loin, qu'il soit bon ou mauvais. Je vous cite, il faut avoir le diplôme, c'est bon, mais il faut savoir faire quelque chose de ses mains. Et une dernière chose que j'ai retenue, il n'y a pas que le technique qui vous fera réussir, mais la foi en une puissance spirituelle, en une puissance, en une main spirituelle. La foi en Dieu, c'est ce qu'il a proposé. C'est lui qui s'occupera de vous démarquer dans la grande mêlée d'aujourd'hui, ou les grandes plateformes aujourd'hui, des grands segments sur lesquels il y a des milliers et des myriades de personnes qui sont inscrites. Alors, arriver à être repositionné dans ce contexte-là de l'emploi, c'est de partir peut-être d'un rang de je ne sais combien de millièmes pour refaire surface, pour venir à la première place. Pour être repositionné, on ne peut compter que sur Dieu. Merci, Monsieur Génia Dalmida. Merci à vous. Je salue votre épouse qui peut-être, ou certainement pas, n'a pas l'opportunité de nous suivre. Je voudrais simplement lui dire que c'était juste pour taquiner au départ. Je sais bien que vous êtes mariés, parce qu'elle dira, mais comment maman dit qu'il y a des possibilités? Non, c'est juste pour planter le décor. Il est bel et bien marié à une femme charmante, belle et très souriante qui est mère de 2 enfants. Nous étions sur la plateforme des élites à la conférence internationale des jeunes élites dans la rubrique partage d'expérience. Et j'ai reçu pour vous M. Génia Dalmeda qui a fait une reconversion de l'école nationale de l'administration et de la magistrature pour aujourd'hui être de ceux qui prennent assez dans le domaine du web rédaction. Et je ferai appel à ces services très bientôt. Je vous conseillerais de le contacter, d'essayer d'aller sur sa plateforme. Je ne sais pas si il veut nous en donner. Si vous êtes aussi un client, même s'il est inscrit sur des plateformes, en avoir directement aussi ne changerait pas. Mais je ne forcerai pas si vous ne voulez pas donner le contact. Non, pour le moment, non. Je peux donner mon contact, c'est le 01 96 34 14 75. Pour le moment, je travaille à 01 96 34 14 75. J'ai pas encore de plateforme. Son expertise aussi, vous pouvez appeler. Voilà. Mais j'ai pas encore de plateforme dédiée. Je travaille à en avoir un site où je propose mes services. C'est pas encore fait. Merci de nous avoir suivis, chers internautes, depuis votre position. On va devoir prendre congé de vous pour entrer en atelier, ce qui ne serait pas en live ce matin. On va se retrouver cet après-midi, puisque nous y sommes déjà, nous sommes dans l'après-midi. On se retrouve certainement à partir de 17 h pour un autre plateau et la continuité des activités de la conférence. À vous, participants à l'intérieur, privilégiés êtes-vous. Donnez tout votre temps, toute votre concentration pour apprendre autant que faire se peut, pour tirer des leçons des expériences des autres et de poser autant de questions. Je suis simplement Pasteur Emion Gidibi et à très bientôt.